Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. L'Assemblée nationale se dote d'un manuel d'examen des projets de loi de finances. Les parlementaires togolais sont en formation de 2 jours depuis hier à Lomé. Objectif de la formation, mieux répondre aux exigences du budget programme rendu effectif au Togo à partir de l'exercice 2021. La communauté internationale observe ce samedi la journée mondiale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Cette célébration veut que priorité soit accordée à la prévention et aux victimes qui ont besoin d'une aide globale. Un ex-commandant condamné hier par un tribunal suisse pour crime de guerre au Libéria. Il devient ainsi le premier Libérien à être condamné pour des crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays. Promotion des droits des enfants en conflit avec la loi, le Bureau national catholique de l'enfance Togo, BNCE, en fait son cheval de bataille. L'ONG a lancé jeudi dernier des guides à l'usage des enfants, des parents et des communautés. Quel rôle du BNCE pour accompagner cette frange de la société? Monsieur Chandia Afagnon Messan, directeur exécutif de BNCE Togo, nous en parle dans ce journal. À suivre également les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les députés à l'Assemblée nationale se forment donc depuis hier à Lomé sur les nouveaux outils d'examen des projets de loi de finances. Il est question pour les participants à cette formation de mieux répondre aux exigences du budget programme. Pendant 2 jours, les députés vont mieux cerner les programmes budgétaires et les dotations, les procédures d'élaboration des projets de loi de finances, de vote du budget de loi de finances rectificative et de loi de règlement, ainsi que des procédures relatives aux budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor. Charlotte Ahar. La gestion budgétaire au Togo, comme dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, est rentrée dans une nouvelle phase avec la mise en œuvre des directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Il en va de pair avec les nouvelles méthodes d'examen des lois de finances. C'est dans ce sens que ce manuel d'examen a été conçu pour permettre aux élus du peuple d'accompagner aisément leur mission. Djossou Semondi, président de la Commission loi des finances et du développement économique à l'Assemblée nationale. L'intérêt de cet atelier est d'abord, c'est une manière de renforcer les capacités des députés pour l'approche budget-programme parce que, comme vous le savez tous, depuis cette année, le budget de l'État est formulé sous forme de budget-programme. Et c'est la première fois que cet exercice est fait par l'Assemblée nationale. Nous avons jugé bon d'outiller les députés pour un meilleur examen des budgets-programmes parce que jusque-là, jusqu'au budget 2020, on était en budget moyen. Le deuxième intérêt, c'est que au-delà du renforcement des capacités, nous sommes en train de produire un instrument que les députés ou d'autres personnes peuvent utiliser pour comprendre davantage le budget-programme. C'est un atelier technique, mais qui est très important pour le travail que nous accomplissons à l'Assemblée nationale. Pendant 2 jours, les députés vont étudier le document qui comprend 6 chapitres et 7 annexes. Simiso Célestin Palinfo, consultant finances publiques. Le premier chapitre va faire la typologie des différentes lois de finances, les principes budgétaires, le budget et les critères de convergence. Le deuxième chapitre portera sur les procédures d'élaboration des différentes lois de finances, notamment la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Et à partir du troisième chapitre, on verra quelles sont les procédures d'examen et de vote du projet de loi de finances de l'année, du projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de règlement.
6e chapitre portera sur l'examen et le vote des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Alors, les annexes, c'est surtout les questionnaires qui doivent être posés au gouvernement pour l'élaboration du budget. Il y aura des questions sur les procédures de collecte des informations sur les recettes et des dépenses qui vont figurer dans le projet de loi de finances. À l'ouverture des travaux, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Pacome Adjourouvi, a salué les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et l'Union européenne, pour leur appui sans cesse en matière de renforcement des capacités. Il a exhorté les uns et les autres à s'y mettre pour la production d'un manuel d'une grande qualité. Charlotte Ahar, après une semaine de formation sur la lutte contre la contrebande des stupéfiants par voie aérienne, les stagiaires de la cellule aéroportière anti-trafic du Togo ont reçu hier leurs attestations de fin de formation au siège de l'ANAC à Lomé. Ils ont été formés dans le cadre du projet Communication aéroportière Afrique ERCOP de l'ONU-DC. Colonel Latanyama, directeur général de l'ANAC Togo. L'OACI recommande d'avoir ce qu'on appelle la CAT, la cellule aéroport anti-trafic. De par le monde, c'est tout un réseau qu'il faut démanteler. Il faut des équipements, il faut la formation. Ils viennent nous accompagner. Ça nécessite du financement. Alors il faut former des gens aptes à détecter cela. On a réussi à prendre un grand trafiquant. Ce n'est pas facile. On ne se met pas, on n'improvise pas. Il faut former les gens dans la manière de détecter. Et nous avons des équipements les plus modernes. Voilà cette formation. Elle était capitale. Vraiment, ils nous ont aidés. Et ils nous ont dit qu'ils sont venus parce qu'il y a des résultats probants au Togo. Les activités des réseaux de bandes de criminels constituent une menace qui préoccupe nombre de pays dont le Togo. En 2011, le pays a donc adhéré au projet ERCOP de l'ONU-DC pour mieux mener la lutte contre la contrebande des stupéfiants par voie aérienne. En quoi consiste ce projet et quelles sont les réalisations enregistrées par le Togo à ce jour? Élément de réponse dans ce magazine de Nathalie Paneke. Le trafic de drogue et bien d'autres trafics illicites minent nos sociétés. Face à l'ampleur, le Togo s'est engagé aux côtés des autres pays à la recherche de solutions. C'est ce qui explique son adhésion au projet de communication aéroportuaire Afrique ERCOP de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC. Écoutons Thierry Timon, coordonnateur Afrique du projet ERCOP. Il y a eu notamment plus de 600 kilos de cocaïne qui ont été saisis à l'aéroport, dont une saisie très importante en 2018, 252 kilos sur du fret aérien. Donc non seulement l'expertise togolaise, elle a fait ses preuves avec les saisies qui ont été faites à l'aéroport de Lomé, par la CAT de Lomé, mais également en donnant des informations, des ciblages qui ont abouti à des interceptions dans d'autres pays, notamment en Asie. Il y a eu plusieurs interceptions qui ont été faites notamment en Thaïlande, en Inde, au Vietnam, sur des ciblages effectués par la CAT de Lomé. Conçu en 2010, le projet ERCOP est financé par plusieurs pays et l'Union européenne. Il est présent dans 15 pays d'Afrique et repose sur 3 piliers que sont l'interagence, l'analyse de risque et l'échange d'informations. Retrouvons Thierry Timon, coordonnateur Afrique du projet ERCOP. Les objectifs spécifiques de ce projet, c'est la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée qui peuvent impacter les aéroports internationaux. Si au départ on était focalisé uniquement sur le trafic de cocaïne, les saisies des 15 CAT africaines ont montré que les CAT faisaient des saisies très diversifiées, non seulement en matière de cocaïne, mais également en matière de méthamphétamine qui est maintenant produite en Afrique, comme vous le savez, d'héroïne, mais aussi des passeurs d'argent, des passeurs d'or, tout ce qui concerne la criminalité phonique aussi, notamment les écailles de pangolin, l'ivoire, ce qui concerne aussi les faux médicaments, qui est une menace très importante pour la santé publique des populations africaines. Donc les faux documents, les trafics de personnes, que ce soit de la migration illégale ou de la prostitution ou de l'exploitation du travail de personnes qui pourraient s'en aller vers d'autres pays pour être exploitées. On intervient sur tous ces aspects, y compris la détection de ce qu'on appelle les mouvements aériens des combattants terroristes étrangers potentiels. Les réalisations du Togo dans cette lutte à travers sa cellule aéroportuaire anti-trafic 4 rassurent les partenaires. Tasso Villalonga, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Il nous semble important que les douaniers puissent être à nouveau graduellement inclus dans la cellule aéroportuaire anti-trafic du Togo, conformément au cadre des mises en œuvre de l'ERCOP et suivant les engagements des autorités togolaises. Cette coopération interagences est un élément clé pour le succès de cette initiative.
Cela constituerait également une valeur ajoutée importante, entre autres en matière d'analyse des risques et des contrôles de frais des envois postaux, intégrant les policiers et les gendarmes déjà affectés à la CAT. La participation pourrait être élargie par ailleurs au personnel de la direction des ressources forestières, afin de permettre un ciblage spécifique des infractions liées à la criminalité phonique, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de trafic illicite et le terrorisme. En clair, il ressort de l'observation de certains acteurs externes, dont ONU-DC, que la CAT de Lomé s'illustre parmi les meilleurs par ses résultats. Colonel Latanyama, directeur général de ANAC Togo. Vous pensez que pour aller aux États-Unis, c'est par hasard? Nous pouvons aller sur 5 destinations aux États-Unis. C'est à cause de la formation qui a été faite ici. C'est à cause de l'agrément TSC et les équipements qu'on a, très chers. Le body scanner, les détecteurs de traces d'explosifs, tout ce qu'il faut y ait de plus moderne se trouve à l'aéroport. Et maintenant, les gens formés de façon professionnelle, ils vont maintenant sur l'aéroport pour continuer à renforcer. Nous voulons que notre aéroport soit sûr et sécurisé et l'aider dans la sous-région, parce que vous savez bien que c'est un hub. Une collaboration internationale forte entre les différents acteurs de répression et l'application réelle de la loi permettront de relever plus efficacement le défi. La drépanocytose, une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. De ce point de vue, elle est sur le continent africain la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. Elle occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Pour mieux informer et sensibiliser le grand public sur cette maladie génétique méconnue et récolter des fonds pour soutenir les familles, les enfants drépanocytaires et la recherche, une journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été instituée le 19 juin de chaque année. Et hier, en prélude à cette journée, une conférence de presse a eu lieu à Lomé pour informer et sensibiliser sur la maladie. Dr Hezoé Manyang, médecin hématologue. Comme mission, nous devons sensibiliser la population essentiellement pour prévenir cette maladie et donc mieux contrer cette maladie et inciter les jeunes à faire le dépistage de cette maladie avant de se marier, parce que c'est une maladie qui a des impacts économiques, professionnels. Et quand ils connaissent leur statut hémoglobinique à travers le dépistage, ils vont faire un choix éclairé dans le sens d'éviter cette maladie à leurs enfants. Donc nous avons invité les jeunes à venir se faire dépister et derrière, nous allons les expliquer leurs résultats. Le dépistage que nous organisons, c'est un dépistage ciblé à l'intention des jeunes de la tranche de 18 à 25 ans, préférentiellement. Alors, exceptionnellement, s'il y a des adultes jeunes de l'âge de l'ordre de 30 ans qui ne sont pas encore mariés et qui voudraient connaître leur statut hémoglobinique et faire le choix de leur congé en conséquence, ils sont également les bienvenus. Cas de suicide au Togo, le phénomène devient inquiétant et prend une ampleur considérable. Pour la plupart des cas, les causes restent non élucidées. En 2019, le Togo enregistre, selon une étude de l'OMS, un taux de 16,6%. En 2020, le rapport du ministère de la Sécurité relève 64 cas de suicide. À la pauvreté comme première cause de suicide s'ajoutent, entre autres, les troubles d'humeur et la dépression, la dépendance à l'école, aux drogues, les antécédents familiaux. Considéré comme un problème de santé publique au Togo, il convient de s'y attaquer et d'y mettre impérativement un terme. C'est donc dans ce cadre qu'une rencontre a réuni hier à Lomé psychologues, cliniciens et psychiatres. Monsieur Tousso Amna, président de l'Association des psychologues cliniciens et de la santé du Togo. 16,6 personnes sur 100 000 personnes se suicident au Togo. Et le Togo est classé 8e en Afrique où les personnes se suicident le plus. Face à ça, nous, les spécialistes de la santé mentale, il faut qu'on se regroupe pour pouvoir mettre sur pied, réfléchir sur les actions à mettre en place et les moyens aussi pour pouvoir prévenir ces cas de suicide. Parce qu'on peut prévenir ça. Quelles sont les actions qu'il faut mener? C'est pour ça qu'on s'est retrouvés pour pouvoir mettre sur pied ces actions-là. Donc il y aura des recommandations qui vont sortir de cette rencontre. Maintenant, par ces recommandations, nous allons chercher des partenariats financiers et techniques pour pouvoir mettre en exécution les recommandations qui vont sortir de cette rencontre-là.
Éliminer la violence sexuelle en temps de conflit, c'est l'un des objectifs de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui a institué le 19 juin 2015 une journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Cette journée n'est certes associée à aucun conflit en particulier, mais fait référence à une tragédie pour l'humanité. Abiri Lemo. Parmi les innombrables victimes des conflits, aucune n'y gagne, et certainement pas les femmes et les filles que les membres des groupuscules armés prennent pour cible en faisant de la violence sexuelle une tactique de guerre, de torture et de terrorisme. Cette journée dédiée à la condamnation et à la sensibilisation inclut le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse et la stérilisation forcée. Elle prend également en compte l'hommage aux victimes, aux survivantes et à celles et ceux qui se battent pour mettre fin à ces crimes terribles et destructeurs. Ces crimes sont observés aux 4 coins du globe, dans des endroits comme le nord-est du Nigeria et plus récemment au Mozambique et en Éthiopie, où les cas de viol sont sous-déclarés par crainte de stigmatisation, honte et représailles. Un rapport de mars dernier sur l'année 2020 montre que les femmes et les filles ont été les plus durement touchées par la triple crise du conflit, du déplacement provoqué par ce conflit et du Covid-19. Elles sont plus exposées aux violences sexuelles, à l'exploitation et à la traite. La pandémie ayant mis un coup d'arrêt aux efforts de prévention, à la protection et aux services de prise en charge. La violence sexuelle en temps de conflit a des conséquences dramatiques sur les victimes, qui sont dans la grande majorité des cas des civils et non des combattantes. Même après la cessation des hostilités, les traumatismes perdurent. La violence sexuelle dans ces situations menace ainsi la santé publique, la sécurité et le maintien de la paix. La guerre a des conséquences terribles, mais celles que subissent les femmes et les filles sont incommensurables. Et voici les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier. 19 des 951 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 701. 4 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 13 338. Le nombre total de décès reste inchangé à 127. Le nombre de cas actifs est de 236. À ce jour, un total de 350 623 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la COVID-19, la célébration de la journée des martyrs le 21 juin se déroulera cette année comme suit. Lomé, 7h30, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. La mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux des régions, 7h30, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Notez bien, toutes ces célébrations doivent se faire dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Fait à Lomé le 19 juin 2021, le ministre d'État Paroua Boukpessi. La suite de ce journal, un ancien chef rebelle libérien a été condamné hier en Suisse à 20 ans de prison pour multiples crimes commis pendant la guerre civile des années 90 au Libéria. C'est l'une des rares décisions judiciaires portant sur ce conflit. L'ex-commandant rebelle libérien Alieu Kossia devient ainsi le premier libérien à être condamné pour des crimes de guerre commis pendant le conflit dans son pays.
La Cour des affaires pénales du tribunal pénal fédéral suisse a déclaré Alieu Koussia, 46 ans, coupable de multiples atrocités, notamment des meurtres, viols et d'utilisation d'enfants soldats pendant la première des deux guerres civiles qui se sont succédées au Libéria et qui ont fait quelques 250 000 morts en 1989 et en 2003. Le verdict du tribunal pénal fédéral suisse marque la première condamnation d'un Libérien, que ce soit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ou ailleurs, pour des crimes de guerre commis pendant le conflit. La Cour constitutionnelle congolaise a confirmé la destitution de Zoé Kabila de son poste de gouverneur de la province du Tanganyika, une décision annoncée hier à l'issue d'une audience publique. Le petit frère de l'ancien président, destitué début mai par une majorité des députés provinciaux, avait saisi la justice. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été sans appel. La Cour estime que la requête introduite par le gouverneur déchu du Tanganyika, Zoé Kabila, est non fondée. Invité du jour à présent, promouvoir les droits des enfants en conflit avec la loi, le Bureau national catholique de l'enfance Togo, BNCE, en fait son cheval de bataille. L'ONG œuvre depuis des années pour l'éducation et la réinsertion de ces enfants à travers la mise en œuvre de son programme Enfants sans barreaux. Pour accentuer et accélérer ces actions, le BNCE Togo et le Bureau international catholique de l'enfance, BICE, avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD, a élaboré des guides à l'usage des enfants, des parents et des communautés. Il s'agit pour le BNCE Togo d'accompagner les enfants à risque ou en conflit avec la loi, et donc le 17 juin, le BNCE Togo a procédé au lancement de ces outils à travers une rencontre avec les acteurs. Pour en savoir davantage sur ces documents élaborés dans le cadre de la justice juvénile, nous recevons ce samedi M. Tchandia Afagnon Messan. Il est le directeur exécutif du BNCE Togo. Monsieur Tchandia Afagnon Messan, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur exécutif du Bureau national catholique de l'enfance Togo, BNCE Togo. Dites-nous, qui appelle-t-on un enfant en conflit avec la loi? C'est la première question. Merci. Je tiens à dire merci à la radio Lomé pour cette opportunité qui nous est offerte. Un enfant en conflit avec la loi est toute personne de moins de 18 ans qui a commis seule ou avec une tierce personne une infraction. Il s'agit d'un enfant dont les agissements tombent sous le coup de la loi et qui est appelé à faire face au système institutionnel de réparation des torts causés à autrui ou à la société. Alors, qu'est-ce que vous appelez concrètement par infraction? Infraction, c'est une disposition des lois au Togo. Et la loi interdit un certain nombre de choses. Par exemple, c'est interdit de voler. C'est interdit de prendre un objet d'autrui. Un enfant qui va voler ou bien dérober quelque chose qui ne lui appartient pas, il a volé, il a commis une infraction. Et si on peut déjà aller à la deuxième question, pourquoi une justice réparatrice pour ces enfants en conflit avec la loi? Oui, les enfants sont dans une période de construction de leur personnalité. Ils sont en train de se construire, de se développer. Ainsi, durant cette période, toutes les situations qu'ils vivent influencent leur personnalité, influencent leur développement, influencent leur bien-être, le développement affectif, social, etc. Pour cela, il faudrait qu'on puisse les encadrer, les accompagner d'une manière pour que toutes les situations vécues ne puissent pas laisser des traumatismes, ne puissent pas compromettre leur devenir. Raison pour laquelle la justice doit être aussi adaptée aux enfants. Et on ne peut pas gérer la justice des enfants comme on le fait pour les adultes, parce que les enfants sont des êtres fragiles. Donc il faudrait qu'on adopte une justice qui permet à cet enfant, premièrement, de reconnaître qu'il a mal agi,
qu'il ne doit pas faire ce qu'il a fait. Donc il doit reconnaître le tort causé. Et maintenant, cette justice doit le réparer aussi. Parce que si un enfant tombe sous le coup de la loi, ce n'est pas seulement la faute à l'enfant. C'est la faute aussi aux parents. C'est la faute aussi à la communauté. Nous tous, nous avons failli. Cet enfant que nous élevons, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il enfreint maintenant les règles de la société, les règles que nous-mêmes nous avons instaurées. Donc nous avons fauté à un moment donné. Du coup, la justice doit permettre à cet enfant de reconnaître qu'il a mal agi et de le réparer, de le construire pour qu'il ne récidive plus, pour qu'il ne commette plus à l'avenir les mêmes erreurs ou bien les mêmes infractions. Oui. Voilà pourquoi cette justice doit être réparatrice. Oui, je comprends. Bon. Et dites-nous, est-ce que un enfant, vous avez parlé de 18 ans. Oui, de moins de 18 ans. De moins de 18 ans, voilà. Est-ce qu'un enfant de moins de 18 ans peut occuper la même cellule, la même prison que quelqu'un qui a plus de 18 ans? Ça, un enfant de 18 ans ne peut pas être mis ensemble avec un adulte. Voilà pourquoi cette justice, elle est spéciale. Au cas où l'enfant, l'acte qu'il a commis est grave et que si on le libère, sa vie serait en danger, c'est là où vient la privation de liberté. Et la privation de liberté, ce sont des mesures de dernier recours. Théoriquement, on ne doit pas incarcérer ou bien on ne doit pas détenir les enfants. Mais ce sont des mesures de dernier recours, soit pour leur bien-être, soit pour leur éducation. Ce qui fait que quand il arrive qu'il faut vraiment détenir un enfant, on doit le mettre à part, cellule à part. Voilà pourquoi dans toutes les prisons du Togo, il y a des quartiers pour mineurs. Dans les prisons, il y a des quartiers pour mineurs. Et à Lomé, nous avons le centre d'accès au droit et à la justice qui accueille les enfants, c'est-à-dire la brigade pour mineurs, l'ancienne brigade pour mineurs. Tous les enfants, ils vont là-bas. Ils ne doivent pas être en contact avec les adultes. Ils ne doivent pas subir des traitements inhumains, dégradants. Vous voyez un peu. Parce qu'ils sont fragiles. Si on ne sait pas faire, ils risquent de sortir plus délinquants qu'ils ne rentraient. Donc, on doit tout faire pour que nos actions durant ce moment que l'enfant va faire en détention, il sort mais grandit. Il sort mais en tant que citoyen honnête, prêt à contribuer au développement de la société. Voilà pourquoi c'est une justice réparatrice adaptée aux enfants. Très bien. Alors, le programme Enfants sans barreaux, en quoi consiste-t-il et où en est-on? Oui, le programme, nous l'avons démarré depuis 2017 et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous terminons ce programme en fin septembre 2021. Et le programme avait 3 volets. Sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Enfants, parents, acteurs de la justice, OPJ, et intervenants sociaux, magistrats, et la communauté sur la justice juvénile réparatrice. Comment nous devons accompagner nos enfants dans le processus judiciaire. Donc il y a eu des formations, des sensibilisations. Le programme a permis aussi d'accompagner plus de 400 enfants en conflit avec la loi durant la période. Ils ont été réintégrés dans leur famille. Certains ont été réinsérés à l'école, d'autres en formation professionnelle. Le programme a permis aussi de renforcer les capacités des parents des enfants en conflit avec la loi sur une parentalité positive. Sur une parentalité positive. Parce que l'éducation de l'enfant revient à la famille d'abord et après à la communauté. Donc si nous tous, nous renforçons nos capacités, nous garantissons à l'enfant un environnement propice, sain pour son développement. Combien de temps peut durer une privation de liberté pour un enfant de moins de 18 ans? La loi stipule que la privation de liberté, c'est du dernier recours. C'est-à-dire, on a essayé ou bien on a analysé toutes les mesures alternatives. Et on voit que non. Pour cet enfant, si on le garde, c'est mieux. N'oublions pas, je prends un exemple. Dans une communauté, l'enfant a commis un crime. La victime, il est là. Les parents sont là. Eux aussi, ils ne sont pas prêts à pardonner. Donc, si jamais le juge libère cet enfant, la vie de cet enfant est en danger. Donc, là, soit le juge le place dans un centre, soit, s'il n'y a pas un centre d'éducation qui pourra l'accueillir, il est privé de liberté, mais reçoit, il est entouré d'éducateurs, d'assistants sociaux qui l'accompagnent, comme le centre d'accès au droit à la brigade pour mineurs. Donc, c'est une décision de dernier recours. Et ça doit être la plus brève que possible. Brève que possible. Brève que possible.
Très bien. Alors, venons-en aux outils de bonne pratique, de protection, d'accompagnement et de réinsertion. Oui, nous avons élaboré un guide de justice juvénile adapté aux enfants, un guide de justice juvénile adapté aux parents. Pourquoi? Parce que nous voulons que ça soit dans un langage accessible à chaque enfant, accessible aussi aux parents. C'est ça. Nous avons élaboré des posters qui parlent du juge. Qui est-il? Nous tous on a peur de la justice. Alors qu'on ne devait pas avoir peur de la justice. On va à la justice pour régler des problèmes. Donc le juge c'est qui? Quel est son rôle? Comment il doit faire? L'intervenant c'est qui? L'enfant, quels sont ses devoirs? Nous avons aussi élaboré des posters. Et nous avons élaboré des posters aussi sur les conditions de détention. Là, ça permet de sensibiliser tous les acteurs. Alors, et vous le dites si bien, qu'est-ce qui justifie l'élaboration de ces guides? Est-ce que quelque part il y a un manquement? Oui, il y a un manquement parce que nous avons remarqué que quand un enfant tombe en conflit avec la loi, souvent il est abandonné par sa famille. Les parents n'en veulent plus. Ah, c'est lui le délinquant. C'est lui qui a sali le nom de notre famille. Donc, il y a un rejet des enfants en conflit avec la loi. Parfois même, certains, quand ils reviennent, on les stigmatise. Même si quelque chose est perdu dans le quartier, tout le monde tourne le regard vers Kofi, parce que c'est lui qui a été là-bas. Donc, il y a une stigmatisation, ce qui ne permet pas la réinsertion de ces derniers dans la communauté. Nous voyons aussi que les enfants eux-mêmes, ils méconnaissent leurs droits, ils méconnaissent leurs responsabilités. Raison pour laquelle il faille que nous puissions vraiment développer des outils adaptés à chaque acteur, aux enfants et aux parents et à la communauté, pour que chacun puisse comprendre, d'abord connaître ses rôles et responsabilités et maintenant les assumer. Si on veut vraiment que nous vivons en paix, en toute sérénité, nous devons le faire. Parce que si on ne prend pas soin des enfants en conflit avec la loi aujourd'hui, demain nous aurons des brigands et personne ne sera épargné. Raison pour laquelle toute la communauté, y compris enfants, parents, communauté, nous puissions vraiment connaître ce qu'on appelle l'enfant en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire même pour prévenir la délinquance juvénile? Je m'en vais pour parler des contenus des guides au fait. Les contenus, nous avons commencé chaque guide par la prévention de la délinquance. Parce que tout passe par là. La prévention de la délinquance. L'éducation parentale. La relation parent-enfant. Les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous devons véhiculer aux enfants? Nous avons parlé des responsabilités des enfants. Parce que les enfants, ils ont des devoirs. Mais aussi, ils ont des responsabilités. La Charte africaine des droits du bien-être l'a dit en son article 31. Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, envers la société, envers la communauté. Aujourd'hui, les enfants doivent savoir qu'ils ont des responsabilités. Ils ne doivent pas voler. Ils doivent obéir. Ils doivent écouter, apprendre leurs leçons. Ce sont des responsabilités. S'ils ne le font pas, donc, nous avons parlé de la prévention de la délinquance. Nous avons parlé après de les infractions et les peines. Les infractions et les peines correspondantes. Délits, vol, escroquerie, abus de confiance, tout ça sont punis par la loi. Nous avons parlé de ça, nous les avons abordés, nous les avons expliqués. Qu'est-ce que c'est? Après, quand l'enfant tombe en conflit avec la loi, il est gardé. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le rôle des forces de l'ordre? Quel est le rôle des parents? Quel est le rôle de l'enfant lui-même? Quel est le rôle de l'intervenant social? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé des centres d'écoute. Il y a plusieurs centres d'écoute sur l'étendue du territoire. Il y a aussi les maisons de justice. S'il y a un problème, allez vers ces maisons. Si vous avez des soucis avec vos enfants, allez vers un centre d'écoute. Ils vont vous écouter, ils vont vous conseiller. C'est ça le rôle de la communauté. Parce que l'éducation de l'enfant ne revient pas uniquement à la famille. Certes, c'est la famille qui commence, mais toute la communauté, nous avons un devoir d'éduquer aussi ces enfants. Donc, nous avons parlé aussi, après, des mesures alternatives. Quand l'enfant vole, ça ne veut pas dire que obligatoirement le juge doit dire va en prison. Non. Le juge peut prononcer des mesures alternatives. Mais parfois, les victimes ne comprennent pas. Il a volé ma chose, mettez-le en prison. Non, ce n'est pas automatique. Et vous pouvez nous donner un exemple d'une mesure alternative? Mesure alternative, il y a l'admonestation, c'est-à-dire le juge prend l'enfant, il écoute, il le conseille. Il le conseille de façon... pour qu'il ne puisse plus commettre les mêmes actes. Il peut le libérer. Ça, c'est une mesure alternative à la privation de liberté. Il peut le placer dans un centre éducatif. Au lieu d'aller en prison, non. Je connais un centre, tu vas aller là-bas et dans ce centre, tu pourras aller à l'école. C'est une mesure alternative. Nous avons le Corse, nous avons les centres d'accueil des enfants. Le juge peut
placer l'enfant sous le tutelle d'un adulte qui a une moralité qui pourra influencer cet enfant dans son changement de comportement. Le juge peut amener l'enfant à aller réparer le tort. Ah, tu as volé 200 francs, retourne les 200 francs. Donc il va réparer le tort. Tu es passé casser la boutique de quelqu'un. Là, c'est bon. On va chercher un maçon, on va chercher tant. Tu vas travailler à reconstruire ce que tu as cassé pour savoir que ce que tu as fait n'est pas bon. Donc il y a plusieurs types de mesures alternatives à la privation de liberté. Alors, avant de poursuivre, je précise que nous sommes dans ce studio avec M. Tchandia Afagnon Messan. Il est le directeur exécutif de BNCE Togo. Alors, M. Tchandia, si un enfant venait à récidiver, on l'a placé je ne sais pas comment, il a été mis en prison ou dans un centre d'écoute, oui. Et après l'avoir libéré, il récidive. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Oui, au fait, quand il est en train d'être placé, on lui dit en même temps, tu es placé parce que tu as commis telle ou telle chose. On va t'éduquer, on va t'aider à ne plus commettre. L'agent social a fait son travail, le temps est venu, on l'a libéré, il retourne en famille. Et on constate que non, il récidive. On reprend le processus, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le juge, là, peut prendre une sanction plus sévère. C'est-à-dire? Oui. Par exemple, si, entre autres, c'est seulement, on l'a conseillé, et puis, ne fait plus, et on s'en rend compte que, ah bon? Donc, tout ce qu'on t'a dit, tu n'as pas écouté. Donc, maintenant, tu ne vas plus en famille, tu vas en centre d'accueil. Ça, c'est une décision plus sévère, par exemple. Ou bien, quand même, la décision du juge, c'est-à-dire, doit être plus sévère qu'avant. Et les acteurs sociaux doivent aussi réfléchir, revoir leur manière d'intervention. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'accompagnement de cet enfant? Et là, il peut soit être enfermé pour quelques moments, bien que la privation de liberté est de dernier recours. Alors, après la divulgation de ces documents, de ces guides, est-ce que vous avez l'impression que vos objectifs ont été atteints? Nos objectifs sont atteints à travers la mise en œuvre de l'activité. Oui, l'activité réalisée, on a divulgué, on a informé. Mais nos objectifs seront vraiment atteints quand le nombre des enfants en conflit avec la loi va commencer par diminuer. Nos objectifs seront vraiment atteints quand les parents joueront leur rôle en tant que premier éducateur. Et voilà pourquoi nous remercions la radio et nous sollicitons, ce sont des doléances, pour que la radio puisse encore relayer l'information. On doit relayer l'information, sensibiliser davantage pour que chacun puisse jouer son rôle. Chaque acteur, que les enfants puissent écouter, qu'ils soient obéissants, qu'ils respectent les biens d'autrui, qu'ils respectent le corps de l'autre, que les parents jouent leur rôle. Une fois qu'on va arriver à là, je pense que nous serons vraiment tous comblés et nous serons en paix. La lutte continue. Voilà, la lutte continue donc. Bon, mais nous, on s'arrête ici avec M. Tchandia Afagnon Messan, directeur exécutif du Bureau national catholique de l'enfance Togo. Merci M. Afagnon et j'espère que votre message sera bien reçu et que vos objectifs seront pleinement atteints. Oui, merci bien. Juste dire qu'un enfant détenu, c'est un enfant retenu dans son élan de développement. Donc faisons tout pour qu'on n'arrive pas là. Jouons notre rôle. Le message n'est pas tombé dans des oreilles sourdes. Écho du palais, le sieur Noé est accusé de pédophilie sur la petite Olivia, conduit devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugé. Il a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Le récit d'affaires, Hélène Assabi. Le 10 octobre 2012, vers 1h du matin, Dame Akosiwa et son mari, levés tôt pour se rendre à Lomé, attendaient une occasion à la gare routière de Palimé lorsqu'un passant est venu les alerter qu'une petite fille était couchée aux côtés d'un homme dans le hangar d'à côté. Ils se dirigèrent vers l'endroit pour vérifier l'information. Les voyant venir, le nommé Noé cacha la petite Olivia sous une bâche couvrant un tas de chaussures. Une rapide inspection des lieux permit de découvrir la petite qui avoua que Noé avait entretenu des relations sexuelles avec elle.
Roué de coups par les quelques rares personnes qui s'étaient attroupées autour de lui, Noé a dû se réfugier au commissariat de police malgré lui pour avoir la vie sauve. En enquête préliminaire, Noé a reconnu dans un premier temps les faits et expliqué qu'il a connu la petite Olivia par l'intermédiaire de sa petite nièce Rebecca, de même âge qu'elle et dont elle est amie. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude de coucher avec elle jusqu'à ce qu'il ne soit surpris ce jour. Puis il se rétracta après, affirmant n'avoir jamais touché la fillette malgré les nombreuses nuits qu'elle a passées avec lui. Devant le magistrat instructeur, l'inculpé n'a pas nié les faits en première comparution et en début d'interrogatoire au fond. Il a fini par avouer au juge que contrairement aux multiples rapports qu'on prétend qu'il a eus avec la fillette, il n'a couché en réalité que 3 fois avec elle. Or, contrairement à l'inculpé, la victime n'a pas varié dans ses déclarations, car ayant toujours affirmé que l'inculpé a toujours entretenu sous contrainte des rapports sexuels avec elle. La petite Olivia a expliqué que l'inculpé a l'habitude de lui gratifier des pièces de 100 francs ou 200 francs CFA. C'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à entretenir des rapports sexuels avec lui, lesquels rapports ont été confirmés par le rapport médical en date du 10 octobre 2012. Accusé de pédophilie par la cour d'assises de Lomé, Noé a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Revue de presse. La hausse des prix des produits pétroliers, son impact sur le quotidien des Togolais continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la foulée, les activités de la plateforme industrielle d'Adeti Copé PIA ont été lancées. Les travaux de construction d'un centre de formation professionnelle sur le site de la plateforme ont également été lancés. Léontine Atogima. Le centre de formation professionnelle de la plateforme industrielle d'Adeti Copé prendra corps dans les semaines à venir, indique le dialogue. Le fruit d'un partenariat public-privé, poursuit-il. Chronique de la semaine abonde dans le même sens et révèle que la construction de ce centre vise à insister sur le besoin de transformation des matières premières sur place ici au Togo afin d'être très compétitif sur les marchés sous-régionaux et internationaux. Le dialogue précise que le centre disposera de 8 formations professionnelles et pratiques dans 3 domaines tels que la transformation des produits agricoles, l'industrie et la construction. Les travaux de construction de ce centre ont été lancés par la chef du gouvernement et le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Une nouvelle coopération dynamique pour un développement économique entre l'Allemagne et le Togo trouve Dunia Le Monde. Le messager renchérit et dévoile que ces nouvelles orientations du partenariat Togo-Allemagne vont être davantage axées entre autres sur les secteurs socio-économiques, la gouvernance locale, l'agro-industrie, la formation professionnelle des jeunes et l'énergie. En attendant les fruits de cette coopération, les Togolais tirent le diable par la queue. Vie chère au Togo de la nécessité de contrôler la flambée des prix sur le marché, alerte écho du pays. Selon l'hebdomadaire, les commerçants véreux ont trouvé une belle occasion de revoir les prix de leurs marchandises à la hausse. Il revient au gouvernement d'exercer un contrôle sur les prix des produits pour éviter que la situation ne devienne insupportable pour les consommateurs, ajoute l'apparition. Contrôle des prix sur le marché, le grand défi du gouvernement, estime le libéral. Autre défi pour le gouvernement, la recrudescence des accidents de circulation. Écho du pays signale que le ministre en charge de la sécurité, Yak Damham, annonce des mesures, notamment l'installation des caméras de sécurité routière. Autre sujet évoqué par les parutions, les travaux au sein de la concertation nationale des acteurs politiques en vue de l'organisation des prochaines élections régionales. Chronique de la semaine remarque que l'ANC est en passe de claquer la porte. La CENAP, handicapée par l'absence de l'ANC, du CAR et de la DMK, révèle liberté. Privatisation du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'Union pour la patrie rassure les bénéficiaires sous contrat qu'ils continueront à être accompagnés conformément aux engagements pris précédemment.
Hors de nos frontières, les journaux ont fait mention dans leur colonne du retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dans son pays après 10 ans passés à la CPI. Nous parlons santé pour finir. L'hebdomadaire Santé Éducation révèle quelques recettes pour lutter contre la faiblesse sexuelle. Il s'agit notamment des jus de fruits naturels à base de l'ananas, du gingembre, du citron et des clous de girofle. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du magazine Pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. On se retrouve samedi prochain.